je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo, je vous souhaite la bienvenue ici. Aujourd'hui, je vais vous faire mon petit abécédaire de livres, c'est-à-dire que je vais vous présenter 26 livres, un livre par lettre de l'alphabet. Alors c'est un concept que j'ai vu sur la chaîne de Manonaise, dont je vous mettrai évidemment la vidéo en description. Et j'ai trouvé que c'était un super chouette concept parce que ça permet de voir un petit peu le paysage littéraire en fait de chacun quand on fait ce petit abécédaire. Il y a un abécédaire qui est très connu, c'est celui de Deleuze, dont tout le monde ne cesse de parler en philosophie, donc je sais pas si vous le connaissez, mais voilà, c'est vrai que les abécédaires c'est pas la première chose à laquelle on pense, mais il y a quand même une espèce de tradition de l'abécédaire en un sens, et j'ai trouvé cette vidéo très très chouette. Ça m'a donné envie d'essayer de faire mon propre abécédaire, et à ma grande surprise, j'ai pas trop galéré. J'ai commencé comme ça pour voir un petit peu ce que ça pourrait donner, et j'ai pas eu tant de soucis en fait à mettre mes œuvres préférées, des œuvres qui m'ont marquée, et c'est pourquoi j'ai décidé qu'à mon tour je pouvais vous faire cette petite vidéo, donc j'espère vraiment qu'elle vous plaira. Ce n'est pas une vidéo qui a pour but de détailler, d'entrer dans l'analyse des œuvres, c'est vraiment vous présenter 26 livres avec cette contrainte de respecter, donc qu'à chaque fois c'est par rapport à une lettre de l'alphabet, qui est une contrainte très intéressante mais aussi un peu frustrante, vous le verrez, parce que évidemment on n'a pas 1000 livres qui commencent par la lettre X ou la lettre Y, mais pour la lettre M par exemple, ça s'est un peu battu et il a fallu faire un choix. Voilà, donc j'espère que vous apprécierez découvrir tous les livres qui forment mon paysage littéraire. C'est des livres que j'apprécie particulièrement, ou des livres qui m'ont marqué, des livres qui ont une place pour une raison ou une autre dans ma vie, et c'est peut-être surtout sur ça que je vais insister. Pourquoi est-ce que j'aime ces livres et pourquoi est-ce qu'ils se retrouvent ici, plutôt que vraiment sur ce dont ça parle. Et puis voilà, si ce que je dis de ces livres réussit à titiller votre curiosité, évidemment vous pourrez aller les lire et ce sera bien plus efficace que je vous en parle pendant 20 minutes chacun, même si c'est quelque chose que j'adore faire, on le sait tous ici. Avant de commencer, j'ai évidemment non, mais si vous essayez de faire votre abécédaire, vous vous rendrez compte que ça devient très vite une évidence, mais je n'ai pas tenu compte des déterminants. C'est-à-dire que je les ai... par exemple, un livre qui s'appelle... j'essaie de prendre un truc qui n'est pas dans ma liste. La prochaine fois le feu de Baldwin, que j'avais très envie de mettre mais que j'ai dû sacrifier, il aurait été rangé à la lettre P, sans doute, plutôt qu'à la lettre L. Parce que sinon, quasiment tous les livres se retrouvent à la lettre L, et il n'y a plus beaucoup de livres pour les autres lettres, donc voilà, les déterminants définis. Je n'en ai pas tenu compte pour cette vidéo parce que sinon juste ça n'a plus d'intérêt. On commence tout de suite avec la lettre A. Et pour la lettre A, j'ai choisi, et c'est d'ailleurs le même livre que Manonaise, je vous tease un peu cette vidéo, j'ai choisi Aurélien d'Aragon parce que je ne sais pas si j'en ai beaucoup parlé ici. Enfin, je sais que j'en ai pas beaucoup parlé, mais j'ai déjà dû mentionner dans quelques vidéos que c'est un de mes livres préférés. Voilà, Aurélien, c'est un roman écrit par Louis Aragon, c'est donc un roman du XXe siècle, dont l'intrigue se situe entre les deux guerres, il me semble, à Paris, et c'est une histoire d'amour entre Aurélien et Bérénice. Vous avez peut-être déjà entendu la première phrase de ce roman, qui est un petit peu connue, et qui est « La première fois qu'Aurélien vit Bérénice, il la trouva franchement laide ». Parce que Bérénice ne correspond pas, et voire plus, contredit son idéal. Il trouve que pour s'appeler Bérénice, qui est le nom donc d'une princesse antique, il faut quand même être sacrément belle. Bon, voilà, et en fait c'est cette histoire d'amour impossible, cette histoire en fait d'un amour fantasmé, d'un fantasme, je pense, et je trouve plutôt, que nous raconte Louis Aragon dans ce roman qui est pour moi vraiment son grand roman, qui est magnifiquement écrit, c'est un bon pavé, il fait bien 700 pages je pense, mais sachez que même quand j'étais en prépa, il n'avait rien à voir avec le programme, mais j'ai réussi à le lire en quelques jours, tellement c'est prenant. C'est une magnifique histoire, c'est magnifiquement écrit. Franchement, si ça peut vous intéresser, je vous invite vraiment à lire Aurélien de Louis Aragon. Pour la lettre B, on en arrive à ce que je vous disais, on en arrive très vite à ce que je vous disais sur les déterminants, et je vous parle d'une de mes meilleures lectures de l'année 2024, puisqu'il s'agit du Baron Perché d'Italo Calvino. En 2024, j'ai pu découvrir Italo Calvino et c'était incroyable. Je l'ai découvert donc avec le Baron Perché et j'ai ensuite lu Le Vicomte Pourfendu. Le Baron Perché, c'est une histoire un petit peu loufoque, puisque c'est l'histoire du baron comme l'averse du rondeau, on est au XVIIIe siècle, qui refuse de manger des escargots et qui va donc se percher dans un arbre et il ne redescendra jamais sur la terre ferme, il va vivre sa vie dans les arbres, d'arbre en arbre. Et voilà, c'est un très beau roman, drôle, triste,
intelligent, le style est simple et efficace. J'adore Italo Calvino, maintenant il me faut tout lire de lui. Je vous recommande Le Baron Perché, ça a été vraiment une très très belle lecture. Je trouve que cette édition est un peu vieillotte mais hyper mignonne. J'en ai parlé dans mon bilan lecture de l'année si jamais vous voulez en savoir plus, mais je vous invite vraiment à le lire. Ah oui, et on arrive encore une fois très vite à une nouvelle difficulté avec la lettre C, parce que pour la lettre C, j'avais vraiment envie... Enfin, il y a 2 textes qui commencent par la lettre C qui sont très importants pour moi. J'ai finalement choisi de vous parler de Caligula d'Albert Camus. Caligula, c'est une pièce que j'ai lue quand j'étais en classe de première, donc il y a un petit moment maintenant. Donc là, c'est édité avec Le Malentendu. C'est une pièce qui se situe dans le premier cycle de l'œuvre de Camus, donc le cycle de l'absurde. Et Caligula, c'est un empereur romain qu'Albert Camus met en scène dans cette pièce. Pièce qui m'a foudroyée. Je suis vraiment contente de vous faire cette vidéo parce qu'on peut revenir sur des lectures un petit peu plus anciennes qui ont vraiment marqué ma vie et formé aussi la lectrice que je suis. Parce que c'est une des pièces qui m'ont fait aimer la littérature, honnêtement. Voilà, je sais qu'il y a énormément de passages qui sont cornés et que à cette époque, je surlignais mes textes. Et vous voyez, enfin, je peux comprendre que... Enfin, peut-être que maintenant, ça me parlerait plus. Parce que c'est une poésie qui parlait beaucoup à l'adolescente que j'étais et qui est peut-être pas une poésie qui parlerait à l'adulte que je suis, on va dire. Peut-être un peu facile, qui joue un peu sur le pathos, mais qui m'avait bouleversée, cette histoire. Et sans, en fait, vraiment saisir tout ce que Camus essayait de faire avec cette histoire, hein, parce que donc, ça s'inscrit dans le cycle de l'absurde. Voilà, enfin, je veux dire, c'est pas innocent, vous voyez. Et sans saisir forcément ça, j'ai trouvé ça incroyable. Caligula, c'est un empereur qui est... peut-être que je dis ça, mais c'est un empereur qui était réputé pour sa cruauté. Et en fait, il est devenu fou et il était extrêmement cruel. Et c'est l'histoire de cette folie, de cette déraison et de la manière dont on réagit à ça. C'est aussi l'apport de la poésie et de la littérature. Ce que ça peut faire et est-ce que ça peut changer quelque chose, est-ce que ça peut sauver les hommes d'une manière ou d'une autre, parce que je me souviens qu'il y a un personnage de poète qui est Scipion, il me semble, qui est très important et qui m'a beaucoup émue. Et voilà, enfin, la phrase que je vous montrais tout à l'heure, c'est « Les hommes meurent et ils ne sont pas heureux ». Et vous voyez, ça peut, enfin, je vois comment ça peut faire très niais, mais c'est d'une profondeur et ça m'avait ouvert un horizon. Et voilà. De manière générale, cette année de première, j'avais une prof incroyable, un peu particulière, mais vraiment incroyable, et j'avais fait de très grandes découvertes, et c'est là que j'ai commencé à vraiment aimer la littérature, que j'ai commencé à la découvrir. Et Caligula a fait partie de ces œuvres qui m'ont bouleversée. J'ai moins aimé Le Malentendu derrière, mais on n'est pas là pour parler du Malentendu, on est là pour parler de Caligula, et ça me permet de mentionner Camus, qui est un de mes auteurs préférés, comme vous le savez peut-être. Et je mentionne juste que l'autre œuvre que j'aurais pu présenter pour la lettre C, c'est Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand, que j'ai lu et vu jouer cette année, enfin l'année passée, et que j'ai adoré. Pour la lettre D, j'ai choisi de vous parler des femmes de Louise Dupin. Je vous ai beaucoup parlé de Louise Dupin en fin d'année 2024. C'est une philosophe des Lumières qui a vécu au XVIIIe siècle et qui a passé sa vie à travailler un grand ouvrage cherchant à démontrer l'égalité entre les hommes et les femmes et à combattre le préjugé de l'infériorité des femmes sur les hommes. Ce petit ouvrage édité aux éditions Payot est comme une introduction au grand ouvrage qui porte le même nom, des femmes, que vous pouvez retrouver cette fois au Classique Garnier. Bon, faut être un peu plus accroché, mais je vous recommande celui-ci, c'est le premier que j'ai lu, et c'est peut-être une œuvre suffisante, vous voyez, si on veut pas s'investir plus que ça dans l'œuvre de Louise Dupin, parce qu'elle y traite tout ce qu'elle traite de manière générale dans son grand ouvrage. On voit l'intelligence, la justesse, la finesse de son propos, un style absolument génial, enfin ce style du XVIIIe siècle, moi j'ai adoré retrouver ça, par ailleurs, hein, au-delà du propos. Évidemment une œuvre très importante, très intelligente. Je ne sais pas si on peut dire précurseuse, parce que je pense qu'il y avait beaucoup de débats autour de cette question-là à l'époque, et juste on n'en parle pas forcément. Mais une œuvre qui définitivement peut encore être lue aujourd'hui et reste très moderne et très actuelle. Voilà. Pour la lettre E, j'ai choisi l'éloge du risque. Éloge du risque même, tout simplement, pas de triche ici. Éloge du risque d'Anne Dufourmentel, qui est une philosophe et psychanalyste contemporaine. Je vous ai déjà parlé de ce texte à moult reprises, notamment dans ma toute première vidéo et ma dernière vidéo. Voilà, c'est un très beau texte qui
nous fait passer par tous les lieux où le risque se rencontre et où, selon la philosophe, nous devrions prendre le risque, où nous avons l'occasion de risquer notre vie. Voilà, c'est un éloge du risque contre une société qui prône le risque zéro, qui minimise les risques le plus possible. Et c'est un texte magnifique qui donne beaucoup à réfléchir, qui est une très belle vision de la vie, de l'existence, et qui, même si vous ne partagez pas ces idées, peut vous ouvrir beaucoup de pensées. Voilà, si juste je dois dire rapidement par rapport à moi ce qu'est ce texte, je l'ai lu quand j'étais en 2e année de master de philosophie et j'ai fait mon mémoire sur l'amour, donc ce texte, je l'ai lu dans ce cadre-là, il m'a servi dans ce cadre-là. J'ai envie, ce n'est toujours pas fait, mais j'ai envie de découvrir plus de textes d'Anne Geoffroy-Mantel et je vous en parlerai très certainement bientôt sur cette chaîne. Ok, on arrive à un mastodonte, je sais pas si c'est très adéquat de dire ça, mais à une œuvre qui, sans doute je ne serais pas la même personne sans cette œuvre. Il s'agit des Fleurs du Mal de Charles Baudelaire, donc pour la lettre F. Encore une fois, mes 17 ans. En plus je suis très attachée à cette édition qui était l'édition de ma maman. Bon, Baudelaire et moi on se regarde dans le blanc des yeux là, mais je veux pas trop raconter ma vie, mais découvrir Baudelaire, donc quand j'étais en première, ça a été une énorme claque. Ça a été une connexion immédiate, on va dire, avec encore une fois une poésie dont je ne saisissais pas tous les enjeux, toutes les subtilités. Mais c'est vraiment avec Baudelaire que j'ai connecté comme avec Flaubert. Enfin, je sais pas si je l'ai déjà dit ici, mais mon premier rapport à la littérature passe par les auteurs. Parce que mon premier rapport au... C'est très intime de dire ça. Mon premier rapport au monde passe par les individus, en fait. Bref. J'ai aimé la littérature parce que j'ai d'abord été touchée par le personnage de l'écrivain. Et je dis de l'écrivain au masculin à dessein parce que j'ai pas étudié tant d'écrivaines que ça en fait, malheureusement. Et qu'en lisant Baudelaire, en entendant parler de Baudelaire, j'ai ressenti une énorme compassion en fait pour lui. Personnage détestable par ailleurs, hein. Enfin, je veux dire, c'est loin de moi l'idée de glorifier ou de romantiser absolument Baudelaire, hein. C'est comme ça que je l'ai reçu quand j'avais 17 ans tout simplement. Et par ce prisme-là, sa poésie m'a énormément parlé, elle m'a énormément touchée. Elle a toujours une énorme place dans ma vie. Les Fleurs du Mal, c'est mon recueil de poèmes préféré, c'est très banal de dire ça. Mais il y a quelque chose là-dedans qui parle au fond de moi, au fond de ce que je suis. Et qui par ailleurs m'est lié par cette première expérience en fait de la poésie et de la littérature par le prisme de Baudelaire. Tout, voilà, L'homme et la mer, Don Juan aux enfers, tout. Voilà, l'Albatros, c'est quand même un poème qui est assez accessible, je trouve, qui m'avait bouleversée. Enfin, je le connaissais absolument par cœur quand j'étais plus jeune. Et tout est de cette qualité dans Les Fleurs du Mal. Je suis pas là pour vous recommander de lire Baudelaire, mais parce que voilà, c'est connu, mais c'est vraiment une œuvre exceptionnelle et qui me restera attachée toute ma vie. Vous voyez, j'ai beaucoup moins aimé Le Spleen de Paris, donc qui est son recueil de poèmes en prose. Il y a quelques poèmes que j'aime beaucoup dedans, notamment celui avec le saltimbanque, mais ça n'a rien de comparable avec Les Fleurs du Mal, par exemple. Donc voilà. Pour la lettre G, j'aurais pu parler de Gaspard de la Nuit, dont je vous ai déjà beaucoup parlé, mais j'ai choisi de vous parler du Grand Maulne d'Alain Fournier, qui est un roman publié en 1913. Je connais cette date par cœur. Voilà, des fois, je vous avoue, je révise un peu les dates, enfin, je les note quelque part pour vous donner un truc un peu précis, mais je ne sais pas pourquoi, je saurais toute ma vie que Le Grand Maulne d'Alain Fournier est paru en 1913, et que c'est le deuxième roman français le plus lu dans le monde, il me semble, après Le Petit Prince, si vous voulez le savoir. Le Grand Maulne, c'est le livre préféré de mon père. C'est un livre que j'ai lu en 2021, je crois, il y a quelques années. D'ailleurs, j'en ai une petite fiche de lecture que j'ai retrouvée tout à l'heure. Enfin, je savais très bien que j'avais c'était la toute première que je faisais. C'est un texte que j'ai adoré, je sais pas si vous connaissez cette histoire, c'est un très beau roman qui franchement je pense, enfin je ne vois pas à qui il ne peut pas plaire. Honnêtement, si vous n'avez pas aimé Le Grand Maulne, dites-le moi, parce que enfin, je trouve que c'est un roman qui est humble. C'est un roman qui est simple, l'écriture est simple, elle retranscrit une vie simple. Et pour autant, il y a des touches de merveilleux et de magie qui sont délectables. Je pense que j'aurai toujours en tête l'image du château, de cette fête merveilleuse dans un château. Si je dois résumer un ressenti comme ça, c'est à la fois la simplicité et la magie.
C'est quelque chose de très doux et pour autant de très très puissant. J'adore le titre, Le Grand Maulne, parce qu'en fait le Grand Maulne c'est quelqu'un, c'est Augustin Maulne, qu'on voit par le prisme du narrateur, donc son ami qui est François Sorel. Et ces sonorités-là du Maulne, ça fait penser à l'Aulne. Enfin je sais pas si c'est quelque chose qui est absolument voulu par l'auteur et que c'est donc quelque chose qu'on ressent pratiquement tous, ou si c'est vraiment moi qui bade là-dessus, mais je crois que vraiment, enfin quand on entend le Grand Maulne, on a cette image d'un grand arbre. Et voilà, je n'en dirai pas plus. C'est trop beau. Je vous invite vraiment à lire ce texte et à me donner votre avis en commentaire sur ce texte que j'aime beaucoup, qui m'est attaché par des liens très forts et que je relirai très certainement dans ma vie. H, je vous parle du Horla de Maupassant parce que Maupassant, vous le savez peut-être, c'est un de mes auteurs préférés. On est voilà, 19e siècle, réalisme, tout ce que j'aime. Mais le Horla, vous le savez sans doute parce qu'il est carrément au programme de la classe de 5e. C'est un récit fantastique. Alors, j'ai beaucoup aimé le Horla. Il y a deux versions du Horla, j'ai lu les deux. Je les ai lus quand j'étais... Enfin, je les ai relus quand j'étais en prépa parce qu'on travaillait sur le récit bref. J'ai lu... Franchement, je pourrais pas dire que j'ai lu toutes les nouvelles de Maupassant parce qu'il en a écrit beaucoup, mais j'en ai lu un nombre incalculable. Maupassant, que ce soit ses romans, ses nouvelles, j'adore ce qu'il fait. Que ce soit le réalisme, le fantastique, j'adore ce qu'il fait. C'est aussi l'occasion donc de le mettre dans cette liste parce que malheureusement, il ne reviendra pas sous une autre forme. Mais sachez que j'adore Maupassant comme auteur réaliste. Enfin, d'ailleurs, il y a une vidéo sur la chaîne sur les romans de Maupassant et j'ai beaucoup aimé le Horla. Je dirais pas que je suis très friande de nouvelles fantastiques comme ça. Mais je suis pas... Enfin, j'ai rien contre non plus, c'est-à-dire que j'en ai lu beaucoup et que j'aime bien ça de temps en temps. Et le Horla, bon, c'est quand même un chef-d'œuvre du genre. Je ne m'étends pas plus, mais vive Maupassant. Avec la lettre I, on arrive à un autre roman que je considère comme faisant partie de mes livres préférés. Il s'agit de L'insoutenable légèreté de l'être de Milan Kundera. C'est un roman que j'ai découvert quand j'étais en première année de prépa, en 2018-2019, par là, par hasard, chez des personnes chez qui on était en vacances. Je l'ai lu, je l'ai dévoré d'un coup. Et ça a été une lecture vraiment géniale. Enfin, j'ai un très très beau souvenir de cette lecture. J'ai beaucoup lu dans ma petite vie. J'ai beaucoup lu à la suite de ça Kundera. J'ai lu, enfin je vais pas te les lister ici, mais La plaisanterie, Le livre du rire et de l'oubli, Risible amour, L'ignorance, j'en oublie peut-être. C'est un auteur que j'ai beaucoup apprécié. Je suis partie à Prague en troisième année d'études. J'ai fait une troisième année de licence de philosophie à Prague où j'ai découvert beaucoup d'autres artistes tchèques parce que si vous ne le savez pas, vous allez peut-être commencer par là. Milan Kundera est un écrivain tchèque né à Brno. Il a ensuite longtemps vécu à Paris, en France d'ailleurs, je sais pas s'il a vécu à Paris. Il a ensuite donc longtemps vécu en France. Il a fini par écrire en français, d'ailleurs, plus seulement en tchèque, et c'est, je pense, par cet exil forcé, lié aux conditions de vie en République tchèque durant la guerre froide. Donc je pense que c'est vraiment parce qu'il a beaucoup vécu en France qu'il est devenu une figure si incontournable, en fait, du paysage littéraire de beaucoup de personnes. Et en fait, j'en parle toujours un petit peu avec des pincettes parce que je sais qu'il y a une chose qui m'énerve chez Kundera, c'est... sa vision des femmes. Sa vision des femmes et sa vision de l'amour. Donc en fait, pour être honnête, je sais pas si je relisais L'insoutenable légèreté de l'être, j'aimerais tant que ça. Je pense que je le ferais. Je pense vraiment que je le ferais. Mais voilà, je sais que maintenant je suis j'ai un peu plus de pincettes quand je parle de Kundera et de mon amour pour Kundera. Parce que je sais pas si maintenant ça me parlerait autant. Maintenant, L'insoutenable légèreté de l'être, c'est un roman qui a été très important pour moi. C'est un roman qui mêle admirablement la littérature et la philosophie. C'est vraiment un roman philosophique pour moi. Et c'est ça qui m'a beaucoup marqué quand j'ai lu Kundera. C'était à quel point la philosophie imbibait ce roman et à quel point c'était juste. Je veux dire, on va jusqu'à avoir une réflexion sur le dualisme ou le monisme. Donc est-ce que le corps et l'esprit sont détachés l'un de l'autre, et il va à l'encontre d'une pensée plutôt consensuelle maintenant, qui est qu'il n'y a pas de distinction en fait entre le corps et l'esprit, et qu'il le faisait avec une telle évidence et une telle justesse, parce qu'il dit quelque chose comme « mais il suffit d'être amoureux pour que cette illusion du fait que... » je le dis hyper mal. Je crois qu'il dit quelque chose comme « il suffit d'être amoureux pour que l'unité de l'âme et du corps, cette illusion moderne s'effondre, en gros. »
Voilà, je pourrais pas qualifier ce roman d'histoire d'amour, je ne crois pas que ce soit une histoire d'amour, même si j'avais pu la recevoir comme ça à l'époque. Mais c'est admirablement écrit encore une fois, parce que de toute manière c'est un de mes critères pour juger de la valeur d'une œuvre, hein, on va pas se mentir, enfin, une œuvre me parle quand je la trouve bien écrite. Donc c'est admirablement écrit. L'histoire est très intéressante, prise dans cette grande histoire aussi, ces bouleversements politiques, donc des années qui suivent la Seconde Guerre mondiale en République tchèque, avec la pression du régime communiste. La position du narrateur, les réflexions, ça m'a clouée au sol quand j'avais 18 ans. Et c'est un livre voilà, que je n'oublierai jamais et que je relirai sans doute, peut-être pas pour le meilleur, on verra. Pour la lettre J, je vous parle de Jane Eyre de Charlotte Brontë. C'est un roman que vous connaissez sans doute, qui est l'œuvre majeure de Charlotte Brontë, une des fameuses sœurs Brontë, écrivaine du 19e siècle. C'est encore une fois une histoire d'amour entre guillemets, je pense. Moi, ce que j'avais beaucoup aimé dans Jane Eyre, en fait je l'ai lu 2 fois. Je l'ai lu quand j'étais assez jeune, et je suis toujours surprise d'avoir lu ce texte si jeune. Et je l'ai relu il y a quelques années, en 2021 je pense, quelque chose comme ça. Donc quand j'étais plus âgée, et ça fait un bon lien avec ce que je disais avant parce que j'ai relu ce livre en me disant est-ce que j'ai vraiment aimé. Enfin déjà je doutais de l'avoir vraiment lu, je sais pas pourquoi. Et je me suis dit mais est-ce que j'ai vraiment aimé ce texte? Est-ce que je m'en suis pas créé une image? Enfin voilà, je pense pas qu'il y ait une valeur de savoir vraiment si objectivement un texte nous plaît. Vous voyez, je pense qu'on peut tout à fait rester avec cette image-là, créée. Enfin on a que ça de toute manière, mais pour autant, j'avais vraiment envie de lire ce texte dont je n'avais pas tant de souvenirs, dont je savais juste que je l'avais beaucoup aimé et qui m'avait marqué. Et je pense que j'en ai évidemment pas eu la même lecture à ces 2 moments. En le lisant à 21 ans, je me suis pas dit « Ah, quelle belle histoire d'amour !» Ce qui est très émouvant, c'est de suivre le parcours de Jane et son caractère qui est très fort, qui refuse de se soumettre, un caractère libre, indépendant. J'ai trouvé que c'était une très belle histoire, je trouve que c'est bien écrit. C'est un texte qui m'est très cher. Pour la lettre K, j'avoue qu'il n'y avait pas énormément de concurrence à ce niveau-là. J'ai visiblement pas lu beaucoup de livres qui commençaient par la lettre K. J'ai choisi de vous parler de Clara et le soleil de Kazuo Ishiguro, qui est sorti il y a peut-être 2 ans, je pense. Kazuo Ishiguro, c'est un écrivain, je pense qu'il est japonais et anglais. C'est un écrivain plébiscité, pour dire le moins, il a reçu le prix Nobel de littérature. Je l'ai découvert avec Auprès de moi toujours, qui est un merveilleux roman. En fait, Kazuo Ishiguro, j'en ai entendu parler pour la première fois quand j'étais en cours d'anglais en prépa, pour The Remains of the Day, donc les vestiges du jour. Je crois que entre les vestiges du jour et Auprès de moi toujours et Clara et le soleil, il y a une différence de genre, je pense. Parce qu'Auprès de moi toujours et Clara et le soleil, je suis un peu nulle pour faire ce type de distinction, mais je pense qu'il y a un petit peu de science-fiction. Alors que je crois que c'est pas du tout le cas dans les vestiges du jour, que je compte lire un jour. C'est aussi dans ma liste. Voilà, mais j'ai été complètement emballée par Auprès de moi toujours, qui n'est pas le livre dont je parle ici. Mais c'est comme ça que j'ai rencontré Kazuo Ishiguro. En fait, pour être honnête, je rentrais de vacances, j'étais toute seule, je prenais le train, j'avais plus de livres à lire pour rentrer chez moi. Donc à Marseille, je suis allée dans un petit relais à la gare, rapidement entre mes 2 trains, pour choisir un livre. Et je sais pas, j'avais jamais entendu parler de ce livre et honnêtement, je sais même pas si le résumé m'a plus parlé que ça, mais je l'ai pris, je l'ai dévoré, j'ai adoré. Et quand Clara et le soleil est sorti, il y a donc quelques années, je pense que c'est 2 ans, je me le suis immédiatement procuré. J'ai retrouvé en fait Kazuo Ishiguro, j'ai trouvé que c'était un texte qui était très beau, qui était très doux. Il y a une grande naïveté du fait du point de vue. On voit cette histoire à travers le point de vue d'une intelligence artificielle. C'est en fait dans une société où on a développé des amis, comment c'est le terme, je vous le mettrai, je sais plus exactement, mais voilà, des amis intelligents, c'est des robots quoi. C'est des robots qui prennent la forme d'un humain et qui accompagnent des enfants en fait, c'est des jouets. Et on voit le monde à travers ce regard-là. Évidemment, elle a une durée de vie limitée. Et il y a tout un truc avec le soleil et tout un truc avec la petite fille avec laquelle elle est liée, enfin en gros qui l'achète. Et moi j'ai trouvé ça très touchant, de par cette naïveté. Et j'ai trouvé que c'était une belle histoire tout simplement. Voilà, je sais pas pourquoi je m'étends tant que ça sur ce roman, mais voilà. Évidemment pour la lettre L,
Le choix était difficile étant donné qu'énormément de romans parlent de la lettre L, mais je ne me suis pas mis de contrainte. Je vous présente Le Premier Homme d'Albert Camus. C'est un texte qui est un petit peu particulier parce qu'il est inachevé, donc si vous le lisez, il ne faut pas avoir de frustration à ce niveau-là. Le Premier Homme, c'est le roman qui devait entrer dans le 3e cycle de l'œuvre de Camus, qui est un cycle sur l'amour. C'est un texte que j'ai lu il y a 2 ans, qui m'a beaucoup plu. C'est un texte qui a une grande portée autobiographique. Et j'ai pas envie de vous en dire plus. Honnêtement, si vous aimez Camus, vous allez aimer Le Premier Homme. Je vous invite à découvrir ce texte. Moi, ça a juste été une étape de plus dans ma découverte de Camus. J'en suis très heureuse. MMM, comme Martin Eden. Martin Eden, c'est le livre que je considère comme étant mon livre préféré. J'avais pour habitude de surligner comme ça les textes. Je l'ai lu quand j'étais en seconde, grâce à mon professeur de français en seconde. Je sais pas pourquoi, je savais que j'allais aimer ce texte. Et je l'ai aimé, je l'ai adoré. J'ai découvert Jack London avec Martin Eden, qui est un livre que je souhaite relire. Je souhaiterais d'ailleurs le lire en anglais, en langue originale, parce que Jack London est donc un écrivain américain, il écrit en anglais. Peut-être cette année, et ça fera sans doute l'objet d'une vidéo, donc dites-moi si ça vous intéresse. Je trouve que c'est intéressant de relire des textes qui nous ont marqués, sans compter que là je n'ai pas les mêmes craintes que pour Kundera. Honnêtement, je serais très surprise de ne pas aimer Martin Eden. Je vous fais pas le synopsis. Martin Eden, de toute manière, il faut le lire. C'est une obligation, d'accord? C'est un texte qui m'a construite, encore une fois, qui m'a construite. L'histoire de cet homme, de cette élévation, des contraintes qu'il rencontre, de cet amour dirigé vers une femme puis vers l'écriture, de cette désolation, les conditions matérielles d'existence, la critique sociale et l'espoir, l'utopie, enfin tout est absolument incroyable dans Martin Eden, sans parler du style de Jack London. Ensuite, j'ai lu beaucoup de textes de Jack London, j'ai lu beaucoup de ses nouvelles, j'ai lu Le Vagabond des étoiles, j'ai lu Le Loup des mers. Il me reste heureusement encore beaucoup de textes de Jack London à découvrir, mais c'est indéniablement un de mes écrivains préférés. Martin Eden, c'est un livre que je porterai toujours dans mon cœur, que je suis tellement reconnaissante d'avoir pu lire, que je suis reconnaissante d'avoir lu si jeune en quelque sorte, parce que ça le lie à moi d'une manière très forte et voilà, je ne serais pas la lectrice que je suis sans avoir lu Martin Eden, c'est une évidence. J'avoue que la lettre M, c'était une torture, parce que, bon, en un sens, ça c'est indéniablement mon roman préféré, mais d'autres de mes romans préférés, comme Les Mémoires d'une jeune fille rangée ou Les Misérables de Victor Hugo, auraient très bien pu entrer dans cette catégorie. Et il y a aussi un texte que j'adore de Sartre, qui s'appelle Les mots, qui est peut-être le plus beau texte de Sartre, à mon sens, qui aurait pu entrer dans cette catégorie, mais passons. Pour la lettre N, j'ai choisi Les Nouvelles orientales de Marguerite Yourcenar. C'est donc un recueil de nouvelles de l'autrice Marguerite Yourcenar que j'aime beaucoup, dont Les Mémoires d'Adrien, s'il n'y avait pas tant de concurrence, aurait peut-être aussi pu rentrer dans la lettre M, enfin pour la lettre M. Dans Les Nouvelles orientales, vous retrouvez tout ce qui fait la beauté des œuvres de Marguerite Yourcenar, à savoir essentiellement son style et sa vision des choses. Je peux pas vous en dire trop, déjà parce que j'en ai pas tant de souvenirs que ça. Enfin, j'ai beaucoup d'images qui reviennent, mais il y a rien de précis, il y a rien de concret que je pourrais vous dire. Je me souviens juste d'une grande beauté, d'un vrai ravissement. Donc si vous aimez Marguerite Yourcenar et que vous n'avez pas lu Les Nouvelles orientales, je vous invite vraiment à les lire. Et ça peut aussi peut-être être une bonne porte d'entrée dans l'œuvre de Marguerite Yourcenar, dont le roman le plus connu est Les Mémoires d'Adrien, un roman que j'ai absolument adoré, dont le style est époustouflant, enfin ce ravissement-là, enfin, c'est de ça dont je parle quand je parle de ravissement. Vous trouvez la même chose dans Les Nouvelles orientales. Pour la lettre O, On Earth We're Briefly Gorgeous, d'Ocean Wong, qui a été ma meilleure lecture de l'année 2024. Haut la main. J'ai adoré ce roman, c'est le premier roman du poète américain Ocean Wong qui prend la forme d'une lettre adressée à sa mère. Cette phrase, je sais pas combien de fois je l'ai dite, mais voilà. Qui prend la forme d'une lettre adressée à sa mère qui ne sait pas lire. Il revient sur sa vie, sa relation avec sa mère, avec sa grand-mère, ses premières relations amoureuses, enfin sa première relation amoureuse surtout. C'est un roman sur l'enfance, la construction de soi, la mémoire individuelle et collective, les traumatismes, la manière dont on guérit ou on ne guérit pas de certaines blessures que la vie nous inflige. Magnifique, époustouflant,
incroyable. Il est traduit en français sous le titre Un bref instant de splendeur et il me semble qu'un nouveau roman de l'auteur doit paraître cette année, donc je vais guetter ça avec très grande attention. Pour la lettre P, ça n'a pas été difficile non plus, je vous parle de Pedro Páramo, de Juan Rulfo, livre dont je vous ai parlé dans ma toute première vidéo, il me semble. C'est un roman donc, de l'écrivain mexicain Juan Rulfo, qui n'a écrit que 2 œuvres, malheureusement. Donc ce roman, Pedro Páramo, et un recueil de nouvelles qui s'intitule Le Llano en flammes, que j'ai aussi lu et que j'ai aussi adoré. On est dans du réalisme magique. On suit un homme qui retourne sur les traces de son père, Pedro Páramo, après la mort de sa mère. Et Pedro Páramo est mort depuis longtemps. Il retourne à ce village qui s'appelle Comala, il me semble. Et voilà, à travers les histoires des morts et des vivants, à travers les murmures de la ville, il ressaisit quelque chose du passé de son père et de ce qu'il a été, de la personne qu'il a aimée. C'est très beau, enfin, il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans le réalisme magique. J'avais toujours pour habitude de me dire que j'aimais pas le réalisme magique, je sais pas pourquoi, parce que ce roman est vraiment un de mes romans préférés. C'est une de mes meilleures amies qui me l'a offert et je lui en suis tellement reconnaissante parce que dans ces quelques 200 pages, il est renfermé un monde merveilleux, d'une puissance incroyable. Et donc je me disais que j'aimais pas le réalisme magique, sans doute juste parce que j'aime pas Gabriel García Márquez. En fait j'aime beaucoup ça et je m'étends pas trop là-dessus parce que je suis en train de lire une œuvre de réalisme magique en ce moment et que je vous fais une vidéo à ce sujet et donc j'en parlerai un peu plus de ce qu'il y a dans le réalisme magique, de cette poésie en fait qui explique aussi mon attrait pour ce genre. Il y a quelque chose qui est vraiment fascinant et je trouve absolument incroyable ce texte. Si vous n'en avez jamais entendu parler, si vous ne l'avez pas lu, je vous le conseille parce que c'est court, c'est intense, c'est beau, c'est Juan Rulfo. Faut pas que je fasse des trucs comme ça. La lettre Q, je vous présente 93 de Victor Hugo parce que c'est l'occasion de parler de mon amour pour les romans de Victor Hugo. Et 93, honnêtement, après Les Misérables, c'est mon roman préféré de Victor Hugo. C'est un roman sur l'année 1793, comme son nom l'indique presque. Période donc de la terreur en France et période de lutte entre les révolutionnaires, les républicains et les monarchistes. C'est exactement cette tension-là qu'on trouve dans ce roman, très très bien exploité par Victor Hugo à travers 2 personnages grandioses de chaque camp, liés, déchirés. Voilà. C'est la guerre, c'est la passion, c'est le sacrifice aussi, c'est le retournement de situation improbable et qui montre le geste sublime qui est présent en chacun des personnages de Victor Hugo. Incroyable. Pour la lettre R, il y a un rude combat. Mais je crois que je vais vous parler du Rêve de Zola. Le Rêve de Zola, c'est aussi un roman que je considère comme étant un de mes romans préférés. C'est le premier roman de Zola que j'ai lu, je l'ai lu pendant le confinement, par hasard. Il était à ma grand-mère et je l'avais ramené entre autres livres. J'ai ouvert la première page, je me suis dit allez, pourquoi pas. Et j'ai bien fait. Il me semble que c'est le 16e tome des Rougon-Macquart. C'est un roman qui est important pour moi donc parce que c'est le premier roman de Zola que j'ai lu. Zola c'est un auteur que je connais bien, j'ai beaucoup travaillé sur son œuvre et notamment sur son roman L'œuvre. Quand j'étais en première année de master de lettres, parce que j'ai fait mon mémoire sur la figure de l'artiste et que dans l'œuvre, on suit Claude Lantier, donc un artiste peintre. Et en fait, cette introduction à Zola, alors je pense pas que ce soit le livre que je recommande et qui est généralement recommandé pour découvrir Zola, parce que Zola le dit lui-même dans Le Rêve, il a voulu ne pas faire du Zola. Et c'est ça qui est magique, c'est ça qui est merveilleux. Enfin, il y a vraiment cette composante merveilleuse dans ce roman, quelque chose qu'on peut pas y croire. On peut pas croire que ce soit réel ce qui se passe, et pour autant, c'est comme ça que ça se passe. C'est un très très beau roman qui m'a fait pleurer beaucoup de larmes, pour ne pas dire toutes les larmes de mon corps. Et je pense qu'en fait, Zola c'est comme Balzac, j'avais une grande réticence a priori envers ces auteurs. J'avais très peur enfin pas peur, enfin je me suis juste dit, bah je pense que Zola c'est pas pour moi. Et grâce à cette introduction par Zola qui veut pas faire de Zola, peut-être que j'ai plus apprécié ensuite Zola, donc... Voilà, si vous avez peur de ne pas aimer Zola, c'est peut-être une bonne idée de lire Le Rêve. Après, ça dépend pour quelles raisons vous avez peur de ne pas aimer Zola. Moi, je me suis dit que c'était trop violent, c'était trop dur, que c'était trop injuste. Et je trouve que la justesse et la justice, c'est quelque chose qu'on retrouve dans la lecture qu'on peut faire du Rêve de Zola. Je vous en ai parlé beaucoup plus en détail dans mes recommandations de lecture pour l'hiver. Donc, si vous voulez en savoir plus sur Le Rêve, je vous invite à regarder cette vidéo.
ou à lire le livre. Vraiment, c'est un livre qui est très important pour moi et que je garde dans mon cœur et que je relirai sans doute. Sachez que l'autre roman avec lequel j'ai hésité, c'est Regain de Jean Giono, dont je vous ai parlé dans mes recommandations de lecture d'été, c'est marrant, qui a été aussi une claque et qui est un livre qui restera aussi dans mon cœur très longtemps pour ce qu'il m'a fait entrevoir de la littérature. Pour la lettre S, j'ai choisi de vous parler du Silence de la mer de Vercors. Je ne sais pas si vous connaissez ce texte. La première fois que j'en ai entendu parler, c'était quand j'étais en prépa. Parce que Sartre, qui d'autre que lui, prend ce livre de Vercors comme exemple d'une littérature qui ne peut pas durer. Parce qu'elle est trop contextuelle, circonstancielle. Le Silence de la mer, c'est une œuvre sur la Seconde Guerre mondiale. Et je pense qu'on peut dire que Sartre se trompe sur ce point-là, désolée. C'est une œuvre qui parle et qui a énormément d'écho, je pense, encore aujourd'hui, peut-être malheureusement, mais aussi pour les qualités littéraires, pas uniquement pour ce qu'elle raconte. Le Silence de la mer, c'est à la fois une nouvelle et un recueil. Moi j'avais lu tout le recueil et je vous conseille tout le recueil. Mais c'est aussi donc la nouvelle qui donne son titre au recueil, la nouvelle la plus forte de ce recueil, sur l'occupation allemande. En fait, je me souviens que j'ai été très surprise par la manière dont Vercors, donc Jean Brulaire, Vercors c'est un pseudonyme parce que ça a été publié en 1942, par la manière dont l'auteur dépeint cette occupation, par la beauté, la timidité, la pureté aussi en quelque sorte des sentiments qui animent les personnages, ce silence, c'est un peu con de dire ça, mais ce silence qui infuse tout le récit et qui vous prend aux tripes et qui... Enfin, c'est un texte qui est juste incroyable. Donc, je sais que là, je m'exprime très mal à ce sujet, mais sachez qu'il y a un podcast, donc dans le souffle de la pensée de France Culture, je vous mettrai le lien en description, mais il y a Michel Perrault qui parle du Silence de la mer. Et franchement, vous ne saviez pas que vous en avez besoin, mais vous en avez besoin d'entendre Michel Perrault parler du Silence de la mer de Vercors. Pour moi aussi, ça a été une lecture très importante et très marquante. En fait, dans cette nouvelle du Silence de la mer, il y a une grande dignité chez les occupés qui refusent de parler avec le soldat qui est envoyé pour vivre chez eux. Et pour autant, il y a des sentiments qui se développent, et enfin bref, c'est incroyable. Pour la lettre T, j'ai choisi Tous les matins du monde de Pascal Quignard. C'est un très court roman, absolument magnifique. Pascal Quignard, c'est un auteur contemporain que j'apprécie beaucoup, j'ai lu plusieurs de ses textes. Alors je sais qu'il a tendance à écrire soit des textes très longs, soit des textes assez courts, et moi j'ai lu que des textes courts, j'ai lu Tous les matins du monde, Terrasse à Rome et La frontière. Je trouve qu'il excelle dans ce domaine. C'est un auteur qui place ses histoires dans le passé, et là on est au Moyen-Âge, si je ne m'abuse. On est avec un musicien qui a perdu sa femme, et je ne peux pas en dire plus, c'est juste merveilleux, c'est d'une beauté incroyable. Je sais que c'est une œuvre qui est pour le coup là assez connue, je crois qu'il y a eu un film qui a été fait, mais ce rapport entre la musique, l'amour, dans ce cadre idyllique de la forêt, parce qu'il vit assez reculé, et dans ce contexte monarchique, voilà. Pour la lettre U, j'ai choisi Une trop bruyante solitude de Bohomie Larrabal. Ça ne vous surprendra pas si vous suivez ma chaîne depuis quelques temps. Oula, je le fais tomber. J'ai fait toute une vidéo sur Bohomie Larrabal, raison pour laquelle je ne vais pas trop m'étendre sur ce texte, qui est le chef-d'œuvre de cet écrivain tchèque, enfin voilà, le chef-d'œuvre, le plus grand texte, le plus connu et le plus beau à mon sens, de cet écrivain tchèque du XXe siècle, qui est considéré en République tchèque comme le plus grand romancier tchèque du XXe siècle. C'est triste, c'est beau, c'est drôle, c'est l'histoire d'une solitude, c'est l'histoire d'une vie qui passe dans une cave, ignorée et pour autant maltraitée par les évolutions du monde dans lequel elle vit, oui exactement. C'est l'histoire d'un amour pour les livres, pour le savoir, pour la connaissance. C'est l'histoire d'un amour pour la littérature, c'est l'histoire d'amour au pluriel raté ou réussi. C'est l'histoire de la République tchèque en fait qu'on voit dans ce personnage qui est pour autant tout à fait individualisé et qui nous touche par cette individualité-là. Je vous recommande vraiment de lire ce texte, qui a été une vraie claque quand je l'ai découvert quand j'étais à Prague, en République tchèque donc,
qui ne m'a jamais quittée. C'est un livre que j'adore offrir parce que c'est un livre, je pense, qui parle à toutes et à tous et qui est très peu connu en France. C'est un magnifique texte qui restera toujours dans mon cœur et je suis vraiment contente parce que j'aurais jamais pu le découvrir sans cet Erasmus, sans faire le choix de découvrir des œuvres d'écrivains et d'écrivaines tchèques moins connus ou pas du tout connus en France. J'aurais jamais découvert Abu Mila Rabal et j'aurais jamais découvert ce texte qui est maintenant, enfin qui fait partie indéniablement de mon paysage littéraire et que je relirai, c'est certain, parce qu'il me touche à chaque fois que j'en lis des extraits. J'accélère parce que la nuit tombe, il est 15h. Non, là il n'y a vraiment aucune lumière dans la pièce, c'est super. Pour la lettre V, n'est-ce pas? Pour la lettre V, je choisis de vous parler de La ville et les chiens de Mario Vargas Llosa. Je vous en ai aussi beaucoup parlé déjà sur cette chaîne. C'est aussi un texte que j'ai découvert pendant mon année de philosophie à Prague. J'avais pris un cours sur la littérature d'Amérique latine et c'est par ce biais que j'ai découvert l'œuvre de Mario Vargas Llosa, qui encore une fois n'est pas inconnu, qui a aussi reçu le prix Nobel de littérature. Et ce roman qui est son premier roman, qui s'intitule La ville et les chiens. Les chiens, ce sont les cadets. Nous sommes dans une académie militaire, dans un lycée militaire. C'est un ouvrage qui fait partie du boom latino-américain, donc littérature d'Amérique latine des années 60, qui joue sur la narration, qui cherche à perdre le lecteur par les différents modes narratifs. Moi j'adore ça, je trouve ça absolument génial, c'est magnifiquement écrit. C'est un livre qui est assez violent, mais le propos est très 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 intéressant et aussi important, et je serai toujours absolument subjuguée par le fait que c'est le premier roman de l'auteur. Je trouve ça incroyable, enfin, je me demande comment on peut écrire à 23 ans un texte comme celui-ci. Mais voilà, c'est une des lectures les plus marquantes de ma vie, je l'ai dit, je le redis. La ville et les chiens, c'est un texte que je pensais pas du tout aimer et qui pourtant m'a tenue en haleine du début à la fin et qui reste un exemple pour moi de ce que la littérature peut faire de mieux. Pour la lettre W, je choisis de vous parler de W ou le souvenir d'enfance de Georges Perec, qui est donc un auteur du XXe siècle, membre de l'Oulipo. Georges Perec, c'est un auteur que j'affectionne beaucoup, que j'ai découvert avec W ou le souvenir d'enfance. Je crois que mon professeur de spécialité lettres modernes en prépa nous avait mentionné en fait l'existence de ce texte. Je me souviens plus exactement dans quel contexte, mais c'est un très très beau texte qui alterne en fait chaque chapitre alterne entre les souvenirs d'enfance de Georges Perec et une société utopique. Utopique ou dystopique? Je sais plus. Dystopique, je crois, plutôt. Et voilà, c'est l'histoire de cette société dystopique. Évidemment, la dystopie amène à se questionner sur la réalité, sur les souvenirs d'enfance et vice-versa. Voilà, c'est un texte que j'adore. Je vous ai aussi parlé de Un homme qui dort de Georges Perec, qui est un très 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 beau texte qui est écrit à la deuxième personne du singulier, ce que je trouve absolument génial. Voilà, je compte lire Perec en plus cette année avec La vie mode d'emploi. Malheureusement, je n'ai trouvé aucun livre pour la lettre X. Voilà, je suis désolée. Mais je pense qu'on peut souligner quand même le fait que j'ai réussi à trouver pour toutes les autres lettres, ce qui n'était pas forcément évident, notamment pour le Y et le Z. Vous allez voir qu'il n'y avait pas non plus masse de choix. Donc désolée, aucun livre pour la lettre X. On passe directement à la lettre Y. Et j'ai choisi pour cette lettre Y de Yellow Wallpaper de Charlotte Perkins Gilman. C'est une nouvelle ou un court roman, je ne sais plus exactement, écrit donc par l'autrice Charlotte Perkins Gilman, qui est une autrice du 19e siècle. C'est un texte qui est paru en 1890, enfin à la fin du 19e siècle. Il est traduit en français sous le titre La séquestrée. C'est un texte que j'ai lu dans le cours d'un cadre d'anglais. C'est un texte que j'ai lu dans le cadre d'un cours d'anglais. Mais par la suite, j'en ai déjà entendu parler sur Booktube, donc je pense que c'est un texte dont vous avez peut-être déjà entendu parler. C'est l'histoire d'une femme qui, si je me souviens bien, vient d'accoucher et souffre de dépression postpartum, mais qui n'est pas du tout reconnue comme telle. Enfin, elle souffre de dépression et son mari, qui est médecin, l'enferme dans une chambre pour qu'elle se repose, pour qu'elle prenne des forces, pour qu'elle aille mieux. En fait, sous couvert de la soigner, il l'enferme dans une chambre au papier peint jaune et là, elle devient
Je crois qu'elle commence à perdre un petit peu la raison. Il y a toute cette histoire avec le papier peint jaune, le papier peint de la chambre. C'est un très beau texte, un texte féministe très fort, très puissant. J'aimerais bien découvrir d'autres œuvres de Charlotte Perkins Gilman, donc si vous en avez lu d'autres, n'hésitez pas à me les recommander dans les commentaires. Ce serait avec grand plaisir que je lirai vos recommandations et que je me précipiterai sans aucun doute pour lire d'autres œuvres de cette autrice. On arrive à la dernière lettre, il s'agit du Z. Et pour la lettre Z, j'ai choisi Zadig de Voltaire. Zadig n'avait aucune concurrence. C'est le seul livre qui commence par la lettre Z que j'ai lu. Mais c'est un livre que j'ai plutôt bien aimé. Je l'ai lu encore une fois parce que c'était une forme de récit bref. C'est un conte moral de Voltaire, paru au XVIIIe siècle donc. Et c'est sympa. En vrai c'est sympa, mais je comprends qu'il y a des gens qui détestent ce genre de contes moraux, et je peux tout à fait comprendre, mais moi j'aime bien, je trouve ça marrant, je trouve ça sympa. En fait, le problème du conte moral c'est que c'est un petit peu grossier quoi. C'est comme un apologue, enfin c'est vraiment... voilà, c'est ça. C'est ça la morale. Et franchement moi j'avais passé un très bon moment en lisant Zadig de Voltaire, c'était suivi de Micromégas que j'avais aussi bien aimé, un peu moins que Zadig. Il a tout à fait sa place ici, même si évidemment c'était un petit peu moins difficile de le sélectionner que pour d'autres textes et que c'est pas le texte qui a été le plus important dans ma vie de lectrice, mais c'est un texte qui est sympa. Donc voilà, ça clôture bien ce petit abécédaire. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, ça a été un vrai plaisir de la filmer, à part le fait que la nuit tombe et que je vois plus rien. Ça a été vraiment une super expérience et peut-être que je recommencerai dans quelques années et que ce sera complètement différent. Enfin, il y a certains textes, je pense, qui ne vont pas bouger. Ou peut-être, je me disais, dites-moi ce que vous en pensez. Mais faire ça avec des noms d'auteurs et d'autrices, après je pense pas que je le ferai là tout de suite parce que ça risque d'être un petit peu répétitif. Mais peut-être que si je suis amenée à refaire un abécédaire, un jour je le ferai sous cette forme-là. Dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à faire la même chose dans les commentaires, ça me ferait trop plaisir de lire votre abécédaire tout simplement. Je trouve que c'est un vraiment trop chouette format et voilà, et même si vous voulez juste me dire quelques textes qui ont été très importants pour vous, qui sont très importants pour vous, qui marquent votre vie de lecteur ou de lectrice, ce sera évidemment avec grand plaisir que je lirai vos partages. C'est donc tout pour moi aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas évidemment à l'aimer et à la partager. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous et faites de belles lectures.